titulaire de l'autorité parentale est requis pour la réalisation d'un dépistage ou l'injection du vaccin contre la Covid. C'est une décision importante et lourde et qui ne devrait pas fracturer la cellule familiale, d'autant que l'on sait que l'évaluation des risques et bénéfices individuels de la vaccination pour un jeune de 12 à 18 ans en plein développement physique n'est pas identique à celle d'une personne adulte. C'est également ce qu'exprime Mme la Défenseure des droits dans son avis en date du 20 juillet dernier, qui ajoute à cela qu'il serait nécessaire d'en rester à un encouragement de la vaccination uniquement et non d'une obligation déguisée et que, je cite, « pour les mineurs de moins de 12 ans, le projet de loi devrait indiquer de manière expresse qu'ils sont exemptés de la vaccination », ce que nous demandons d'ailleurs dans un autre amendement. Lorsqu'il s'agit du vaccin Covid, l'autorisation d'un seul des deux parents suffit. J'explique très simplement ce qui se passe. Pour les vaccins, par exemple les vaccins de la petite enfance, on considère que c'est un acte usuel au titre de l'autorité parentale et que l'autorisation d'un des deux parents suffit pour vacciner les petits. En ce qui concerne le vaccin Covid, comme ce n'est pas un vaccin obligatoire, ça ne rentre pas dans la catégorie des actes usuels. Et nous avons, depuis que la vaccination a été ouverte aux plus de 12 ans, de nombreux dossiers et cas qui nous remontent, d'affaires en particulier lorsque les parents sont séparés. Le plus souvent, les enfants sont avec la maman et la maman veut les faire vacciner et le papa ne veut pas parce que ça complique les choses. Ça peut être aussi l'inverse. Je le concède à Loïc Hervé, ça peut être également l'inverse. Mais dans la logique qui est la nôtre, du moins la mienne, de l'idée d'une obligation vaccinale, si nous avions retenu l'obligation vaccinale, alors il n'y aurait même pas besoin de discuter de ceci, ce serait un acte usuel et l'autorisation d'un seul parent suffirait. Donc, de façon à pacifier les conflits entre les parents séparés en particulier, et surtout avec demain un pass sanitaire pour les plus de 12 ans, parce que c'est ce qui va se passer après la lecture à l'Assemblée nationale. Donc nous aurons des enfants qui auront entre 12 et 18 ans, dont un des parents ne voudra pas qu'il soit vacciné, et c'est celui qui ne veut pas qui emporte la décision, puisque l'abstention est la décision qui l'emporte, et qui n'auront pas accès à toute une série d'endroits parce qu'ils n'auront pas de passe sanitaire, parce qu'un des parents a décidé qu'il ne pouvait pas être vacciné. Donc ma proposition est de me rallier à la rédaction commission et Assemblée nationale, qui consiste à dire qu'un seul parent peut décider de la vaccination Covid. Je crois que c'est dans l'intérêt des enfants et dans l'intérêt des familles et dans l'intérêt des jeunes en particulier. Ça, c'était pour le premier. Le deuxième, qui est le 32, je les ai inversés, consiste à dire qu'à partir de 16 ans, un jeune est en situation de décider lui-même de sa vaccination. Je vais vous rappeler tout ce que peut faire un jeune de 16 ans. Il peut conduire une automobile en conduite assistée. Il peut avoir accès à un certain nombre d'actes médicaux, tout ce qui concerne la santé sexuelle et reproductive, par exemple, la contraception sans autorisation parentale. Il est considéré comme étant suffisamment mature pour une relation sexuelle avec un adulte, puisque nous avons voté il y a quelques mois qu'une relation sexuelle avec un jeune de 15 ans ou de 16 ans, même avec une personne avec un écart d'âge de 25 ou 30 ans, n'était pas un viol, puisque le jeune de 15 ou 16 ans, c'est ce qui a été voté partout au Parlement. C'est la loi, donc elle a été votée. Et puisqu'un jeune de 15 ou 16 ans est considéré comme étant en situation de donner son consentement pour une relation sexuelle avec un majeur, mais le moment où il n'est plus suffisamment mature et pour décider, c'est quand il faut qu'il décide de se faire vacciner. Et il est là soumis soit à des conflits entre les parents, soit, encore plus délicat, à des parents hostiles à la vaccination, et sa liberté d'aller et venir entre 16 et 18 ans lui est retirée parce qu'il n'a pas été jugé suffisamment mûr pour pouvoir lui-même décider de sa vaccination. Et ce n'est pas contradictoire avec l'avis de la Défenseure des droits. L'avis de la Défenseure des droits est un avis sur l'obligation vaccinale et sur la liberté et le choix des jeunes. En l'espèce, ce que nous proposons, c'est que le jeune de 16 ans puisse décider lui-même d'accéder à un vaccin contre le Covid, dont le pass sanitaire va déterminer une grande partie de sa vie dans les mois qui viennent
peut-être même encore au-delà de ce que l'on connaît aujourd'hui dans le texte, en ce qui concerne la fréquentation des établissements scolaires, par exemple. Donc voilà, les jeunes de 16 ans, certains d'entre nous proposent de leur donner le droit de vote. On pourra en discuter probablement un jour. Eh bien, s'il peut voter, s'il peut conduire une voiture, s'il peut avoir accès à la contraception, il peut probablement aussi décider de se faire vacciner. Merci. En matière de soins sur mineurs, le consentement des titulaires de l'autorité parentale doit être recherché ainsi que celui du mineur s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Sur la question de la nécessité du consentement des deux parents, l'article 372-2 du Code civil pose le principe qu'à l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relative à la personne de l'enfant. On considère généralement que constituent des actes usuels ceux qui relèvent de la vie courante, sans gravité particulière, les maladies infantiles ordinaires, les soins pour des blessures sans gravité, mais aussi les vaccinations obligatoires. À l'inverse, on considère comme des actes non usuels ceux relevant d'une certaine gravité, tels qu'une hospitalisation prolongée, une intervention chirurgicale sous anesthésie générale, des traitements lourds ou chroniques ou impliquant d'importants effets secondaires, les différents vaccins pour lutter contre l'épidémie de Covid-19 n'étant pas à ce jour obligatoires. Il convient donc de les classer dans la catégorie des actes non usuels et par conséquent d'obliger le consentement des deux parents pour permettre la vaccination du mineur. Mon amendement est un peu différent des amendements qui vous ont été proposés, puisqu'il se propose de distinguer le test d'une part du vaccin d'autre part, le test étant un acte qui, je pense notamment aux enfants vivant dans des familles recomposées ou des familles de parents séparés. Pour pouvoir aller au cinéma, il faut que le parent qui est à la garde de l'enfant puisse faire un test avant, par exemple, d'aller assister à une séance. Donc là-dessus, je trouve que c'est un acte qui est tout à fait admissible. Par contre, pour l'administration d'un vaccin qui de surcroît n'est pas inscrit à la liste des vaccins obligatoires, je considère que l'accord des deux parents est nécessaire. Et j'attire votre attention sur les différents cas de figure des familles où il y a deux titulaires de l'autorité parentale, c'est-à-dire les familles les familles avec deux parents divorcés, deux parents séparés ou même deux parents mariés qui peuvent avoir une divergence de vue sur cette chose-là. Et le débat et la décision sont nécessaires pour beaucoup de décisions dans la famille. Moi-même, qui suis père de famille, il y a beaucoup de choses, bien que moins présent que mon épouse, beaucoup de choses que je fais et auxquelles je m'intéresse dans la vie de mes enfants. Soit qu'ils soient à l'école, soit ça ne mérite aucun... c'est pas aucune gloire, c'est normal. C'est la vie d'un père de famille qui s'intéresse à ses enfants, à leur état de santé, et également à leur état de santé. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que on ne peut pas, dans la période que nous vivons, avec le débat national, on voit bien la longueur des débats ce soir, et on voit bien la nécessité que ce débat ait lieu. Moi, je crois que c'est important de rétablir une forme d'équilibre, de débat et de décision qui soit équilibrée entre les deux parents et qui implique, le cas échéant, les deux titulaires de l'autorité parentale pour l'administration du vaccin contre la Covid. Madame la présidente, donc tous ces amendements portent sur la question de savoir si un mineur a besoin de l'autorisation de ses deux parents, d'un seul parent, pour être vacciné, voire pour demander un test de dépistage. Et l'un d'eux prévoit qu'un mineur de 16 ans aurait le droit de se faire vacciner sans accord des parents. Ce sont des matières très importantes puisqu'elles engagent l'exercice de la responsabilité des parents à l'égard de leurs enfants. Et l'Assemblée nationale, effectivement, a voté le fait qu'un seul des deux parents suffisait pour faire vacciner un enfant, pour favoriser la vaccination, bien sûr. Alors, en ce qui concerne la commission des lois, elle a été sensible aux arguments présentés notamment par notre collègue Loïc Hervé, qui vient de les rappeler. Elle a donné un avis défavorable à tous les amendements, sauf à celui de M. Hervé, pour lesquels elle s'en est remise à la sagesse de votre Assemblée. Et en ce qui me concerne, cette sagesse se traduira par un vote personnellement favorable. Mes chers collègues, je soutiendrai absolument l'amendement de Mme Rossignol. Je pense qu'il arrive exactement à point nommé. Et je crois que l'abaissement de la majorité vaccinale, et on peut exprimer les choses de cette façon, est quelque chose
d'essentiel dans la pandémie actuelle et de façon plus générale, parce qu'en effet, à 16 ans, on doit commencer à être maître de sa santé. Je pense que c'est une avancée civique, humaine, qui est fondamentale. Et je pense qu'on aurait pu la voter dans d'autres textes. Il arrive maintenant, c'est une très bonne chose, c'est un très bon véhicule, parce que je crois que les enfants, les gamins, qui, à 16 ans, peuvent demander à être vaccinés alors que leurs parents sont rétifs, peuvent avoir un pouvoir, une puissance d'entraînement qui est tout à fait essentiel dans le dispositif actuellement. Ce que nous voulons, c'est qu'il y ait de plus en plus de monde qui soit vacciné et qu'un enfant de 16 ans s'adresse à ses parents en leur disant en toute responsabilité « je me ferai vacciner » pour des raisons rationnelles. Il peut entraîner derrière lui toute sa famille. Je trouve que cet amendement est fondamental et je le voterai avec grand plaisir. Merci Madame la Présidente. Je suis exactement sur la même longueur d'onde que M. Ouzoulias. Et je voterai également cet amendement de Mme Rossignol parce que je pense qu'à 16 ans, un enfant peut être assez responsable. On considère qu'il est responsable pour d'autres situations, ça a été évoqué, je ne vais pas revenir là-dessus, mais à 16 ans, un enfant doit pouvoir décider et il peut avoir effectivement une influence sur ses parents et une influence souvent positive. Donc je voterai cet amendement. Merci. Monsieur Houpert. C'est l'horizon, c'est l'avenir vers lequel on regarde. Et s'il y a un des parents qui décide pour l'enfant, pour l'avenir, pour l'horizon, c'est un désaccord. Moi, je préfère le consensus. Le consensus, c'est l'accord des deux. Et moi, je suis pour la paix dans les ménages et la paix dans les familles. Les ménages, c'est-à-dire les familles qui sont unies, et le pire, c'est les familles désunies. C'est-à-dire que s'il y a un souci, il y a un problème, il y aura pendant des années une culpabilité des deux côtés. L'amendement de Madame Rossignol, considérant qu'à 16 ans, effectivement, les arguments ont été donnés que l'enfant qui est plus un enfant est largement en mesure de décider et de prendre la décision de se faire vacciner ou pas. Moi, j'ai vacciné dans un centre de vaccination. On voit bien que les gamins, de toute façon, on leur pose la question, même quand ils sont accompagnés des parents, à partir de 15 ans, ils savent exactement ce qu'ils veulent. Et je pense que c'est une bonne solution. Et je ne reviendrai pas, d'ailleurs, donc je voterai contre les amendements qui veulent revenir sur le fait que l'on puisse proposer la vaccination avec l'accord d'un seul parent. Alors moi, je ne pense pas que ce soit l'unité familiale. Je pense que bien au contraire, c'est quand les familles sont désunies, souvent l'enfant trinque au milieu et que l'enfant est plutôt celui qui est la variable d'ajustement du désaccord des parents. Donc je reste plutôt favorable pour l'accord d'un seul parent. Écoutez, je ne m'exprimerai pas mieux que ma collègue Véronique Guillotin. Moi, je suis d'accord avec l'amendement proposé par notre collègue Laurence Rossignol. Je pense qu'effectivement, les jeunes à 16 ans sont capables de dire s'ils sont oui ou non en accord avec cette vaccination qui leur est proposée. On a eu d'ailleurs le professeur Delfraissy qui nous a rapporté le fait que on a demandé à l'un de ses petits-enfants s'il était d'accord. Alors, je ne connais pas l'âge de son petit-enfant, mais en réalité, ça fait partie aussi de cette capacité française d'éthique qu'ont nos professionnels de santé de demander effectivement aux enfants s'ils sont d'accord ou pas. Et je ne voterai pas l'amendement de mon collègue Loïc Hervé parce que moi, je suis en fait souvent en relation avec des familles qui sont en désaccord et on voit un maximum de contentieux dans ce domaine où les enfants font souvent l'objet d'un chantage entre les deux parents. Et pour cette raison, je resterai sur l'amendement qui a été voté à l'Assemblée nationale. Personnellement, je crois que l'amendement 32 rectifié bis a été un amendement très bien défendu. Madame Rossignol a exposé un certain nombre d'arguments qui, aujourd'hui, je pense, nous permettent de pouvoir donner la faculté à nos jeunes de 16 ans de décider eux-mêmes s'ils souhaitent ou non se faire vacciner. Donc, personnellement, je voterai cet amendement qui a été présenté par notre collègue Rossignol. Je crois que ce débat était très intéressant. Je voudrais qu'on ne se trompe pas de périmètre de réflexion. La question, ce n'est pas la situation du couple. La question, c'est la santé de l'enfant. Et c'est d'ailleurs toujours ce qui se passe, chacun son expérience dans le rapport avec les couples en difficulté, mais le juge
mon passé d'avocate me l'a appris, cherche toujours l'intérêt de l'enfant. Et l'intérêt de l'enfant, nous le savons tous ici, c'est bien la vaccination. Et donc c'est pour cela qu'il faut empêcher qu'il y ait des barrières supplémentaires. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas exiger qu'il y ait l'accord des 2 parents, quitte à en rajouter dans les difficultés éventuelles entre le père et la mère. Nous tous ici, me semble-t-il, nous sommes tous pour la vaccination. Nous allons tout à l'heure proposer qu'elle soit même universelle. Nous ne serons sans doute pas tous d'accord. Bref. Donc, avançons sur ce chemin. Et en ce sens, je suis très étonné, rapporteur Bas, qui a indiqué que vous étiez plutôt favorable à titre personnel à l'amendement de notre collègue Loïc Hervé. Je suis très étonné, car c'est contraire à la position de la commission. La commission elle-même a décidé effectivement de suivre la position de l'Assemblée et qui a... Je vous ai entendu dire, à titre personnel, j'y suis favorable, je vous indique qu'à titre personnel, la commission a adopté, j'étais présente, la commission a adopté, je dois dire que si je vous énerve, c'est une sorte d'exploit de ma part. Vous me rassurez. La commission a adopté le texte, j'étais présente à la séance qui a duré fort longtemps et qui a repris l'amendement de l'Assemblée. Je vous ai entendu dire qu'à titre personnel, mais si je n'ai pas compris, tant mieux. Donc, recherchons l'intérêt de l'enfant, permettons qu'il puisse être vacciné avec l'accord d'un des parents. Par ailleurs, Laurence Rossignol propose une mesure dont je me réjouis de voir qu'elle est parfaitement comprise et partagée largement sur ces bancs. Oui, il faut faire que tous, y compris les jeunes qui ne sont pas naturellement portés vers ce geste, se vaccinent. Je suis très favorable à l'amendement proposé par notre collègue Madame Rossignol, principalement dans les territoires ultramarins où les jeunes peuvent être des poissons pilotes pour inciter les parents à se faire vacciner, puisque chez les adultes, le taux d'illettrisme, voire d'illectronisme, est largement supérieur à la moyenne nationale. Ça fait très longtemps que l'enfant n'est plus un objet. En droit romain, c'est le cas, c'est un objet. Aujourd'hui, c'est un sujet de droit qui ne jouit pas de l'intégralité de ses libertés, des droits qu'il acquérera progressivement. Et d'ailleurs, ça rejoint le débat qu'on a sur la question de l'âge des 16 ans, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que l'enfant n'appartient pas aux parents qui en a la garde. Et que l'enfant n'appartient, je répète, l'enfant n'appartient pas aux parents qui en a la garde. Ça veut dire tout simplement qu'en cas de garde alternée ou en cas de week-end chez l'un des 2 parents, si la décision est prise par l'un des 2 parents seul, dans le cadre de parents séparés ou divorcés, à ce moment-là, on rajoutera un contentieux non négligeable dans la famille. On rajoutera un contentieux non négligeable dans la famille. Et là où, comme Alain Houpert l'a rappelé, là où on doit chercher de la concorde familiale, du consensus, un débat, une discussion sur un acte qui reste un acte médical, alors à ce moment-là, on ne peut pas considérer que la décision puisse incomber à l'un des 2 parents, mais doit bien être décidée d'un commun accord entre les 2 titulaires de l'autorité parentale. Je vous le dis en tant que père de famille, en tant que mari, je considère que dans un ménage ou dans le cadre de parents séparés ou divorcés, le dialogue doit être maintenu et le législateur, de mon point de vue, doit imposer le dialogue avant une telle décision qui doit être prise d'un commun accord entre les 2 parents. De notre collègue Laurence Rossignol est vraiment un amendement qui est un acte, qui permet un acte de liberté et d'émancipation. C'est profondément républicain, particulièrement pour des jeunes qui ont besoin de cette liberté et qui souffrent particulièrement de la période et qui seront très contraints s'ils n'ont pas cette possibilité de liberté, s'ils n'ont pas accès au pass sanitaire. Par contre, je suis très étonné des propositions de notre collègue Loïc Hervé. Vous vous rendez compte du message ? Il ne s'agit pas d'une opération chirurgicale risquée. C'est la vaccination. La vaccination, nous sommes tous d'accord ici pour dire que ça protège personnellement les gens et que c'est un acte d'intérêt général. Et à partir de là, quel message enverrions-nous, nous, si le texte sortait du Sénat en disant il faut vraiment que les 2 parents soient d'accord, parce que sinon, franchement... Je crois qu'ici, au nom de l'intérêt général, nous devons favoriser un processus de décision
qui soit le plus facile possible pour aller dans cette direction. Les parents, bien entendu, pouvant avoir un avis, mais l'acte n'est pas un acte risqué, c'est un acte qui va dans l'intérêt général de favoriser la vaccination. Donc, trouvons la méthode la plus simple. Ça serait terrible que nous d'envoyer un autre message que celui-ci. Voilà. Sur le plan du bénéfice-risque, l'enfant, en fait, n'a pas besoin, enfin le jeune n'a pas besoin formellement de ce vaccin. Il pourrait très bien s'en passer puisqu'il y a peu d'effets secondaires chez lui et peu d'accidents. Par contre, ça va dans le sens d'une vaccination plus générale. Mais il faut quand même expliquer que ce bénéfice-risque, il n'est pas spécifiquement favorable. Par contre, c'est dans l'intérêt de tous que l'enfant soit vacciné, en particulier pour son bien-être, sa possibilité d'accéder à des activités auxquelles il ne pourrait pas accéder sans passe sanitaire. Donc je pense que c'est plutôt sur cet aspect-là qu'on peut se réjouir que l'enfant puisse être vacciné. Mais encore une fois, ce n'est pas sur le plan médical un avantage majeur pour l'enfant lui-même. Voilà, c'était pour rectifier un petit peu. Mais par contre, je voterai l'amendement 32 de Madame Rossignol parce que les arguments étaient suffisamment bien développés de sa part. Rapidement, pour dire que moi je soutiendrai pleinement et entièrement l'amendement de notre collègue Rossignol. Au-delà du fait qu'elle a très bien exposé tous les éléments relatifs à cela, mais effectivement, les jeunes de 16 ans d'aujourd'hui ne sont peut-être pas les jeunes de 16 ans d'il y a quelques décennies. Ils ont accès à beaucoup d'informations, ils ont de plus en plus des éléments et des droits en matière d'autonomie, de choix de décision, et donc là, ça les concerne personnellement, au-delà aussi de ce qui a été fort justement dit par un certain nombre de collègues, de l'aspect pédagogique, incitatif que cela pourrait avoir au niveau des familles, et ça, c'est un élément qui est un élément aussi particulièrement intéressant. Après, par rapport à la question relative au choix et au fait que les deux parents donc prennent part à la décision ou un seul des deux parents. Je veux dire, pour les 11 vaccins obligatoires, la question elle ne se pose pas. Et que donc, à partir de là, je crois qu'il faut que nous soyons raisonnables au regard des difficultés que nous avons et au regard donc de la situation sanitaire à laquelle nous devons faire face, mais que bien entendu, un seul des deux parents donne l'accord, c'est une mesure de sagesse, si je puis m'exprimer ainsi, par rapport à cela. Et donc, il est important de rester sur le vote qui était celui de l'Assemblée nationale, et toute position autre que nous prendrions serait, comme cela a été dit par quelques-uns, un recul, certainement, mais surtout un très mauvais signal. Et ça, je crois que le Sénat ne peut pas prendre la responsabilité d'adopter une telle posture qui engagerait, j'allais dire, notre responsabilité, notre image à certains égards. Très brièvement, Madame la Présidente, je m'associerai quasiment à toute l'Assemblée pour soutenir l'amendement de Laurence Rossignol, parce qu'effectivement, on peut être très sérieux, même quand on a 16 ans. En ce qui concerne l'amendement de Loïc Hervé, il pose une vraie question concernant la famille. Et très sérieusement, moi je vous dis que je vais m'abstenir, parce que il me semble que si un parent peut décider contre l'avis de l'autre, et là moi je ne parle pas en tant que pédiatre, mais je parle en tant qu'enseignant qui a eu face à lui souvent des parents divorcés, qui avaient pour l'enfant, il le prenait plus ou moins en otage, le gamin, et il pouvait avoir des positions totalement contradictoires l'un envers l'autre, et ça pourrait être le cas pour cette vaccination. L'idéal, c'est évidemment que les deux parents soient d'accord, il n'y a pas de question là-dessus. Maintenant, de là à donner un pouvoir à un parent par rapport à l'autre, très objectivement, ça me gêne et je m'abstiendrai sur cet amendement. Cet amendement propose de rétablir l'alinéa 37 visant à l'encadrement des mineurs de plus de 12 ans non accompagnés et ASE dans le processus de vaccination, et qui a été supprimé par le rapporteur en commission. Le président de la collectivité en charge de ce service peut autoriser sa vaccination, notamment si les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale n'ont pas répondu dans un délai de 14 jours. Et pour les MNA, cette autorisation peut être délivrée par le juge qui statue en urgence.
Donc voilà, c'est pour permettre la vaccination des mineurs non accompagnés. Le sujet de la vaccination des mineurs non accompagnés, dont les titulaires de l'autorité parentale ne sont pas présents sur le territoire national, ce qui est assez évident, est très préoccupant. Il fait l'objet de difficultés des acteurs de terrain qu'il faut prendre en compte dans la pleine cohérence avec la généralisation de l'accès à la vaccination. Pour répondre à cette difficulté et clarifier le droit applicable, l'Assemblée nationale a utilement introduit une disposition visant à prévoir que les mineurs non accompagnés peuvent être vaccinés par les départements lors de l'évaluation de leur minorité ou sur autorisation du juge lorsqu'ils bénéficient de l'aide sociale à l'enfance. Pour supprimer cette disposition en commission, le rapporteur a soutenu que le dispositif n'était pas nécessaire au regard du droit en vigueur. Il semble toutefois, et nous le savons tous, que les incertitudes observées sur le terrain quant à la possibilité d'être vacciné pour un MNA ou un mineur confié au service de l'aide sociale à l'enfance rendent indispensable l'inscription dans ce texte de dispositions couvrant ces situations complexes. Comme les précédents amendements, le présent amendement s'inscrit dans la continuité de l'initiative portée par nos collègues députés et à des fins de cohérence, outre les modalités applicables aux MNA et aux enfants confiés à l'ASE, l'amendement prévoit également de clarifier les conditions d'accès à la vaccination des mineurs faisant l'objet d'une mesure pénale. Et je fais remarquer à notre rapporteur que cet amendement a lui aussi été affublé d'un bis, donc peut-être qu'il sera avec un avis favorable. Merci beaucoup. Dans son avis du 12 mai 2021, la CNIL s'est prononcée sur la mise en place du dispositif du pass sanitaire. La CNIL soulève, entre autres, la question légitime de l'efficacité d'un pass sanitaire pour lutter contre la pandémie liée à la Covid-19, ce qui renvoie directement à la nécessité de procéder à son évaluation. En conséquence, le présent amendement propose de prévoir une évaluation permettant de détailler les objectifs poursuivis par l'usage du pass sanitaire et les indicateurs d'activité et de résultats permettant de cerner la performance et l'utilité de ce dispositif. Fort de cette évaluation, nous pourrons également apprécier l'articulation du pass sanitaire avec les autres mesures de prévention. Donc il convient à l'alinéa 37 de rétablir le F ter dans la rédaction suivante. Dans ce cadre, la mise en œuvre de la réglementation prévue aux alinéas précédents fait l'objet d'une évaluation de ses effets sur la situation sanitaire menée à intervalles réguliers à partir de données objectives. Merci, Madame la Présidente. À l'article 4 bis, là nous sommes à l'article 1, mais à l'article 4 bis, nous disons la même chose, mais nous y ajoutons que nous voulons aussi, au-delà de l'évaluation régulière, et nous disons hebdomadaire, des effets des dispositifs qui sont contenus dans ce projet de loi, qu'il doit y avoir aussi une évaluation de la perte de chiffre d'affaires liée à l'application de ces dispositions, ainsi que des surcoûts qui sont engendrés pour les entreprises concernées par l'application des mêmes dispositions. Autrement dit, il y a déjà dans le 4 bis quelque chose de plus complet que ce qui est proposé par l'amendement, mais qui reprend en réalité la moitié de cette... qui reprend totalement cet amendement, mais qui ajoute le versant économique. Je crois que, et en plus avec une exigence de communication hebdomadaire des évaluations des résultats. Donc je pense que c'est meilleur l'article 4 bis, et je vous demande donc de retirer l'amendement ou bien nous donnons un avis défavorable. J'aimerais bien avoir un certain nombre d'éclaircissements parce qu'il y a des choses qui me gênent, qui me troublent. C'est-à-dire que là, on a affaire donc à des mineurs non accompagnés et d'office, c'est l'obligation vaccinale pour eux. Première chose. Deuxième chose, oui, ils peuvent. Bon. Et la deuxième chose que je trouve troublante, voire choquante, c'est qu'on parle de mineurs, mais il n'y a pas d'âge. Or, si vous voulez, du coup, ah oui, mineur, est-ce que c'est de 12 à partir de 12 ans? Est-ce que c'est un mineur? C'est pas à partir de 12 ans, hein, c'est de 0 à. Donc, j'ai pas vu de précision de l'âge. Donc, je trouve que là, il y a au niveau de la rédaction de ces amendements des imprécisions, et je ne vois pas pourquoi, finalement, par rapport aux mineurs non accompagnés, on a un comportement qui est un comportement d'autorité, et en fait, au final,
sur soi-disant des bons sentiments, c'est discriminatoire par rapport aux mineurs non accompagnés. Donc, personnellement, je ne soutiendrai pas ces amendements. En tout cas, ça ouvre le débat. Moi, voilà ce que je vous livre avec les points d'interrogation. Après, on peut en discuter. C'est l'objet même d'être ici ce soir au niveau du Sénat. Je m'aperçois que je ne me suis pas exprimé sur ce sujet très important. J'ai donné un avis défavorable aux amendements, mais ça mérite quand même un instant de réflexion. Les présidents de conseil départemental sont responsables des enfants dont ils ont à s'occuper, mais tous ces enfants ne sont pas dans la même situation. Quand il y a une déchéance de l'autorité parentale des parents ou l'absence de parents pour des orphelins, le président du conseil général, devenu conseil départemental, exerce l'autorité parentale. Alors là, il lui appartient de décider de vacciner ou non l'enfant. Mais il y a le cas, et c'est ce qui est mentionné dans l'amendement dont nous avons à débattre, et c'est la raison pour laquelle nous y sommes défavorables, de l'enfant qui a été retiré à sa famille sans pour autant que le lien soit rompu avec la famille, ni que l'autorité parentale ait été retirée aux parents. Et si là, le président du conseil départemental détient le pouvoir, après avoir demandé aux parents, et il a pu ne pas obtenir de réponse dans les 14 jours, on peut considérer que par rapport à la règle de droit commun, qui est que des décisions importantes vis-à-vis de l'enfant sont prises par les parents, on est sur une dérogation un petit peu importante, exercée par quelqu'un qui n'a pas de lien de famille avec l'enfant et qui ne détient pas du tout l'autorité parentale, mais à qui on a juste confié l'enfant temporairement. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas voulu accepter cet amendement. Non, monsieur le rapporteur, du coup, a apporté des éléments de réponse à Laurence Cohen. C'était déjà dire sur l'âge qu'il s'agit bien de mineurs de plus de 12 ans. Donc c'est bien indiqué dans l'amendement. Mais c'est vrai que l'amendement a été modifié, donc je ne sais pas quelle version... parce que c'est rectifié bis, voilà. En tout cas, sur celui-là, celui que j'ai eu. Donc c'est bien sur des mineurs depuis plus de 12 ans. Que effectivement, pour les mineurs non accompagnés, c'est pour moi, à l'inverse d'être discriminatoire, c'est que sinon, ils ne pourront pas se faire vacciner, puisque s'ils le souhaitent, forcément, ce n'est pas les parents qui vont donner l'autorisation. Et donc, c'est la possibilité que ce soit le responsable du coup et le président du département de pouvoir donner cette autorisation. Sinon, ils ne seront jamais vaccinés. C'est tout. Si, parce qu'il n'y aura pas d'autorité qui peut donner, donc ils ne seront pas vaccinés. Après, c'est vrai que pour les enfants qui sont en ASE, du coup, là, il y a la question de demander et de donner 14 jours aux parents pour pouvoir répondre. Mais sur les mineurs non accompagnés, c'est sûr que sinon, il n'y aura pas de possibilité. Je crois qu'il faut qu'on identifie bien la situation très particulière à laquelle on essaye de répondre. On parle d'enfants qui n'ont pas la possibilité, soit parce qu'ils ne le souhaitent pas, soit parce qu'on ne les trouve pas, d'avoir des parents qui puissent donner l'autorisation de vaccination. Donc que fait-on ? Comment fait-on en sorte que ces enfants soient protégés dans leur santé ? C'est bien tout le principe de l'environnement qui est donné notamment par les services de l'aide sociale à l'enfance. Alors, il ne s'agit pas de vacciner de force, comme je pense que certains le craignent. On est toujours dans l'intérêt de l'enfant. Et donc, les services compétents qui les entourent peuvent ainsi faire face à ce besoin. Lorsqu'il s'agit de mineurs non accompagnés, évidemment, la situation est absolument insoluble, puisqu'il n'y a pas de parents que l'on peut trouver. Est-ce qu'on va priver ces enfants-là et leur environnement ? Parce que ça a été rappelé tout à l'heure, ce n'est pas que l'enfant qu'on protège, c'est l'ensemble de son environnement. Donc, dans ce cas, avec une stabilisation évidemment à la fois médicale et juridique, il faut que ces enfants aient aussi accès à la vaccination. Mais pour ça, il faut passer par une autorisation. D'où l'intérêt de cet amendement. Oui, dans le prolongement de ce que vient de dire ma collègue Madame Marie-Pierre de La Gontrie, c'est vrai que c'est des cas particuliers, très particuliers, parce qu'effectivement, lorsqu'ils nous sont confiés et qu'on a évalué la minorité, effectivement, on a cette autorité, cette capacité à les inciter à se faire vacciner. Mais on vient de voter justement l'amendement de notre collègue
autorisant justement à ce qu'on demande à partir de 16 ans si le jeune est d'accord. Et je trouve que c'est une très bonne situation dans le cas des mineurs non accompagnés qui sont souvent en capacité de décider parce qu'ils ont vécu tellement de choses difficiles dans leur vie. Je peux vous dire que pour un certain nombre qui viennent d'Afrique, qui ont vécu des situations de pandémie quelque part, notamment par rapport à Ebola, et ils ont espéré un vaccin quand ils ont vu leurs familles décimées les uns après les autres. Et je peux vous dire que la plupart du temps, c'est plutôt quelque chose qu'ils nous réclament, la vaccination, dans la situation que nous vivons, parce qu'eux aussi, ils ne veulent pas être privés des libertés d'aller au cinéma, d'aller faire du sport, de sortir. Et puis, il y a un autre élément qu'il faut prendre en compte, c'est que ces jeunes ont besoin de se retrouver. Et ils sont dans cette promiscuité dont parlait monsieur le rapporteur tout à l'heure. Et je crois que le vaccin peut les rassurer, justement, dans le cas justement de leur pratique amicale et parfois voilà, du quotidien. Oui, juste pardon, pour rajouter, il y a une urgence à vacciner les adolescents. Vous le savez, c'est la Haute Autorité de Santé qui le dit, ce n'est pas moi. Et il serait préjudiciable que des mineurs non accompagnés, dont évidemment la recherche de l'autorité parentale est plus compliquée, vous la mettrez, parce que souvent ils ne sont pas sur le territoire national, les parents, nous leur devons la protection, l'hébergement, nous leur devons aussi la protection sanitaire. Il est donc vital pour eux que nous allions vers cette obligation, qui n'est pas une obligation contre eux, mais une obligation pour eux, de cette vaccination et cet accès à la vaccination de la meilleure façon possible. De la même façon pour l'ASE, vous l'avez entendu, pour les enfants placés par l'aide sociale à l'enfance, ce sont les départements qui ont évidemment cette aptitude à le faire, mais pour autant, il y a une consultation, mais vous le savez aussi, il y a des situations intenables et des parents qui sont complètement qui ne répondent plus à ces sollicitations bien souvent, et donc il faut se substituer à eux pour pouvoir protéger sanitairement ces enfants, c'est tout. Donc nous sommes donc très favorables à ces amendements.